Et bonjour et bienvenue messieurs dames. Je... J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je pense que j'ai trop bien dormi. Bonjour et bienvenue sur cette partie 3 d'un... je sais plus comment j'avais appelé ça, carnet de bord d'un auteur ou je ne sais plus quoi. Quoi qu'il en soit, c'est la partie 3. On va parler aujourd'hui d'ODV Card Game, ODV Deck Building, ODV je ne sais toujours pas le nom. Il faut que j'y réfléchisse. On va voir un petit peu les améliorations, les décisions qu'on a prises, comment et pourquoi, toujours dans l'optique de vous faire comprendre un petit peu le point de vue d'un auteur et dans le même temps d'un éditeur parce qu'on a la chance ou la malchance qui sait de faire les deux. C'est quoi donc le plan aujourd'hui? Le plan aujourd'hui, ça va être très très simple. On va parler donc, on va refaire un petit débrief sur ce qu'on avait déjà vu jusque-là. Je vais vous rappeler les grandes lignes. On va bien entendu parler un petit peu du contenu de la boîte. Il y a eu un petit peu de changement. On va parler du design des cartes, c'est le plus important. On a surtout travaillé là-dessus. En gros, les cartes sont en version définitive. 95% des cartes du jeu sont terminées à l'équilibrage près toujours, mais en tout cas en termes de création, elles sont là. Il y aura peut-être des modifications sur les textes, sur les valeurs. Ça, on n'est jamais à l'abri de rien. On a ensuite les champs de bataille, des nouvelles choses qui ont débarqué. On a un système de jeu, on va parler effectivement du système de jeu dans sa globalité. Il y a quelques trucs qui ont changé par rapport à ce que je vous avais dit. On va parler des boss, on va parler de pas mal de petites choses. On va démarrer tout de suite donc avec le débrief de ce qui avait été dit. Je rappelle donc que ODV est donc ODV Deck Building, c'est donc un deck building dans lequel vous allez vous déplacer sur un plateau qui fait 4 par 6 cases. Chacune des cases c'est la taille d'une carte, un peu comme vous connaissez dans le plateau du chapitre 1 de l'Ordre de Veyel. Et donc vous allez chacun des joueurs être à la tête d'un héros que vous allez déplacer et affronter des monstres, mettre des tartines dans une dynamique de deck building. Vous allez donc avoir un deck de base dans lequel vous allez rajouter des cartes petit à petit pour avoir un deck de plus en plus fort et qui va se personnaliser de partie en partie. En tout cas, pardon, à chaque partie de combat en combat, je vais y arriver. Et le but à terme, toujours pareil, parce qu'on aime bien, c'est de mettre la race à un boss. Donc voilà un petit peu la dynamique qui vous attend. Si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe, vous pouvez toujours regarder les 2 premières vidéos. Pour le reste, c'est parti, on va parler des changements, des nouveautés. On va démarrer tout de suite par le contenu de la boîte. C'est pas le plus fun, mais c'est toujours un bon point de démarrage. On va aller dans les cartes count. Et on va parler un petit peu des modifications. Et je vais donc me mettre... moi je suis le 1, donc comme ça. Ouh, je suis en haut à droite, parfait. Alors, le total des cartes a changé. Vous ne le voyez pas, je vais me décaler. Où est-ce que je suis? Je suis là. Le total des cartes a changé, on est maintenant à 372. Il y a surtout... Partout il y a un X là. C'est que les cartes sont faites. Ok, donc ici c'est normal qu'il n'y ait pas de X, mais en gros vous voyez que presque tout est fait, mis à part 3 cartes de boss et 21 cartes d'action de boss, puisque les boss vont avoir un petit peu leur propre deck. Mais voilà, en gros on a fini une bonne partie. Là en fait, si vous voulez, je me suis chauffé ce matin parce que je les ai imprimées les cartes. Donc je vais les découper, j'ai 40 feuilles à découper, puis le deck tout à sliver, tout à construire, et après on pourra s'amuser à tester chez nous, faire partie sur partie, jusqu'à temps que je sois à peu près content du résultat, ce qui en général est la partie qui prend le plus de temps, hein, mais voilà, si vous voulez tester ODV Card Game, n'hésitez pas à me passer un petit message, je serai dans le coin, et je le baladerai peut-être aussi en salon, si jamais en fin de journée, tout ça, il y a moyen de faire une petite partie. Donc, le changement, hein, on a viré des boss. J'ai commencé par virer des boss parce que les boss, je vais leur faire des decks spécifiques. Donc chaque boss va venir avec cette carte à lui. Et en fait, ça va déterminer un peu son fonctionnement. On va voir ça après. Et j'ai peur qu'en faire 8, ça soit un petit peu beaucoup. Et en plus, ça nous donnera l'occasion potentiellement de vous faire une extension avec des persos, mais aussi des boss. Donc je carte ça dans un coin de la tête parce que ça fait déjà 372 cartes. C'est déjà pas mal. À côté de ça, qu'est-ce qui a changé? Je suis pas sûr que vous ayez déjà 25 cartes à l'époque sur la première vidéo. Il me semble que c'était 20, j'en ai rajouté 5. En tout cas, il y a un moment, il y en avait moins. Je sais pas si vous avez connu cette version-là, mais je pense que 25 par couleur, ça fait 150 cartes de récompense. Ça vous donne suffisamment de marge pour vous assurer que les parties seront jamais les mêmes. Et j'ai mis quasiment tout le bestiaire en fait, mis à part les boss en gros. Et donc, on a aussi cette nouvelle carte qui débarque qui sont les champs de bataille. Les champs de bataille dont on va parler dans pas très longtemps. C'est parti, je re-switch, je me remets un petit peu comme ça, et on va regarder c'est quoi la suite. Nouveau contenu de la boîte, c'est fait le design des cartes. Alors le design des cartes, je vous avais montré la version générée par le code, hein, qui était un petit peu dégueu. Pendant que je vous parle, je vais ouvrir ça. Je vais vous prendre une carte de base comme elles sont maintenant, et je vais vous prendre une carte de base comme elles étaient avant. Et vous allez vite voir qu'il y a effectivement une certaine forme d'amélioration. Léger, hein, vraiment pas grand chose, que c'est pas le but non plus de se prendre la tête sur des cartes extrêmement complexes. Mais disons que Colin a fait son taf, quoi. Je vais aller dans Prototype, je vais aller dans Games, ODV Card Game, Pile. On va prendre n'importe laquelle, on va prendre Course.
Et je vais donc re-switcher, bim bam pouf pif paf. Voilà, donc ça c'était le design avant, hein. Vous voyez que c'était quand même plutôt efficace, plutôt épuré, plutôt pas mal, hein, parfaitement commercialisable. Et ça c'est donc le design maintenant, dès que Photoshop veut bien. Voilà, on a ce genre de design. Alors, les cartes vont avoir certaines couleurs, donc il y a les cartes grises, hein, qui sont en gros les cartes de base, et puis celles que tous les personnages peuvent prendre dans la pile des récompenses, c'est-à-dire que si on n'est pas sa couleur, on peut toujours prendre autre chose. Je rappelle que chacun des héros a 2 couleurs en fait de base, qui déterminent les cartes qu'il peut prendre, et en plus de ça, il y a une couleur grise que tout le monde peut prendre. On retrouve plusieurs informations, on a bien sûr un titre qui n'est pas très intéressant mais qui a le mérite d'être là. On a la petite botte qui nous permet de savoir quel type de carte c'est. Il y a des cartes qui n'ont pas de type. On va avoir des cartes qui ont plusieurs types, d'autres qui n'en ont pas et d'autres qui en ont bien sûr qu'un seul comme cette carte ici. On a ici la portée, je vous en montrerai une autre après avec une carte qui a une portée. Le deck à partir duquel, je vais y arriver, la carte appartient, donc en gros où est-ce que vous allez les ranger quand vous avez terminé la partie, c'est en gros ça l'idée. Et l'effet de la carte, je vais vous montrer une carte un petit peu plus chiadée, qu'est-ce que je peux vous montrer? Prison arcanique qui dit, alors elle par exemple elle n'a pas de type, donc il n'y a pas de symbole ici, parce qu'elle ne fait pas de dégâts, donc c'est pas une attaque, elle ne permet pas de vous déplacer, elle ne permet pas de soigner, elle ne permet pas de créer du blocage, donc cette espèce de ressource qui va vous permettre d'éviter de prendre trop de dégâts dans la tronche. Donc vu qu'elle ne fait pas un de ces 4 trucs là, elle n'a pas de type à proprement parler, et vous allez avoir des effets qui vous disent typiquement défausser une carte attaque, défausser une carte déplacement, défausser ça, et du coup c'est ce petit symbole là qu'il faudra regarder en fait. Par contre là on voit effectivement qu'on a une couleur bleue, là je vous montre du gris et je vous remonte du bleu, donc en gros ça va ressembler à ça les switches de couleurs. Et vous avez ici la portée de l'attaque, qui est donc de en gros 3 devant et une petite case, un petit peu comme le bloc de Tetris qui est un petit peu chiant à caser. L'idée en fait c'est que ce petit truc là vous pouvez le tourner dans tous les sens, donc là nous il est toujours présenté comme tirant vers la droite mais vous pouvez le pivoter dans tous les sens. Simplement si on vous fait des trucs un petit peu chiadés et qu'on vous met le symbole dans les 4 sens, dans les 4 points cardinaux si vous voulez, ça va nous faire des symboles en araignée dégueu illisibles. Donc on préfère dire que la règle c'est toujours vers la droite sur la carte et vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Plutôt que de vous faire des toiles d'araignée un petit peu dégueu. Donc ça c'est la portée de l'attaque, on voit qu'elle vient donc du deck des récompenses, donc en fait de la pile des récompenses. Son nom toujours, un joli dessin et son effet, l'ennemi ciblé ne pourra pas se déplacer au prochain tour, donc on peut bloquer un truc sur place. On en prend une deuxième pour la forme. Maîtriser les bases, récompense, la portée il n'y en a pas puisque c'est sur soi en fait, le point noir c'est toujours soi. Déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte de héros que vous jouez ce tour-ci. Et les cartes de héros, et bien typiquement ça va être les cartes de votre personnage, celles avec lesquelles vous démarrez. Donc si on va dans héros, on va prendre par exemple tiens, le magicien de niveau 3. Voilà, ça c'est sa carte de héros, c'est pour ça qu'ici il y a marqué héros. Et donc par exemple, je pourrais jouer maîtriser les bases, qui dit que je vais déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte que je joue de héros. Jouer cette carte là et donc faire infliger 3 points de dégâts à un ennemi, je le fais 2 fois, puis déplacez-le d'une case en l'éloignant de vous. Voilà, donc là c'est à peu près la dynamique de changement de carte. Je peux vous montrer quelques cartes, on va essayer d'en sortir une qui ont par exemple plusieurs, tiens par exemple extirper, lui il a 2 types, c'est donc une attaque et un déplacement. Pourquoi? Parce qu'on se déplace et on frappe des gens. La portée c'est une case, donc c'est simplement une case de soi. Voilà, l'usurpatrice ici elle en a plein par exemple. Poup, voilà, sans visage. Choisissez un des effets, soigner de blessures à un héros, infliger 2 dégâts à un ennemi, piocher 2 cartes, ou effectuer déplacement 3. D'ailleurs, effectuer 3 déplacements, je sais pas pourquoi je l'ai mis avant, j'ai craqué mon slip. Hop, regarde, je change en live. Voilà, donc ces cartes-là, en gros, là, actuellement, il y a 150 cartes de magasin. Il y a 6 piles, 25 cartes par pile, donc ça fait 150 cartes. À côté de ça, on a donc 12 personnages qui ont chacun 12 niveau 3, 12 niveau 5, donc, enfin, qui ont, pardon, en tout, donc 12 niveau 3, 12 niveau 5, 12 niveau 7. 18 niveau 1 au choix, et tout ça en gros ça va constituer les decks avec lesquels vous allez jouer, plus bien sûr les cartes de base, les 10 cartes de base que chacun des personnages a, qui sont en gros 6 cartes différentes et puis mixées différemment en fonction de chacun des persos. Donc un exemple typique, on part par exemple avec un héros, on va se prendre un petit héros et on va voir un petit peu comment on pourrait le monter, comment on pourrait réfléchir avec des cartes qui seraient intéressantes avec lui. On va prendre l'assassin. L'assassin ça reste un cas relativement simple. On vous dit ici, donc menace 1, je rappelle la menace c'est ce qui va déterminer comment les monstres vont vous cibler. C'est-à-dire que s'ils ont le choix entre 2 monstres, ils vont les cibler systématiquement le joueur avec le plus de menaces. Le deck de base d'un assassin c'est un premier secours, 3 courses, 5 frappes, 1 parade. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Course, vous l'avez vu, c'est celle qui permet de se déplacer. Une frappe, c'est une frappe au corps à corps classique.
qui fait un dégât à un ennemi au corps à corps. Donc c'est vraiment relativement simple. Vous avez une para, donc là c'est simple, ça permet de gagner un blocage. On a un premier secours qui permet de soigner une blessure, soit sur soi, soit sur un héros. Donc ça peut être toujours vous ou un allié, ça sera marqué pareil dans le manuel. J'avais pas envie de vous mettre un héros ou vous-même à chaque fois. Spécifiquement quand c'est marqué que c'est que sur vous, c'est que c'est noté. Quand c'est marqué que c'est... Enfin quand c'est que pour les autres c'est marqué. Quand c'est que pour vous c'est marqué. Et quand c'est pas notifié l'un ou l'autre, c'est que c'est pour tout le monde, ça peut être vous ou un autre. Donc, je vais fermer un petit peu tout ce bordel. L'assassin, on l'a vu, elle est violette et verte, ce qui veut dire qu'elle va jouer avec des cartes typiquement de niveau 1 qui sont violettes ou vertes. Donc elle va avoir accès à ce genre de cartes là. Il y en a 3 par couleur si je dis pas de bêtises. Les vertes sont celles-ci et les violettes sont celles-ci. Donc on pourra réfléchir, ça là au début de la partie, vous avez le droit de les choisir. On a par exemple, on va en lire 2-3, excellente forme, tout ça c'est des capacités de niveau 1, enfin de niveau 1 que vous avez déjà dans le chapitre 2 de l'ordre de Veyal. L'idée pour nous c'était aussi de réutiliser un petit peu ce qu'on avait déjà fait, mais de le construire sous une forme différente, c'est-à-dire vous allez vous retrouver vos marques, retrouver un petit peu ce que vous connaissez en termes de dynamique, mais le jeu par contre lui n'est pas le même. Excellente forme qui est donc une attaque blocage, soit infliger un dégât à un ennemi ou gagner un blocage ou piocher une carte. Donc elle c'est un petit peu la caisse à outils, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, donc elle est bien cette carte. Sachant que le vert et l'assassin ça va plutôt être dans une dynamique de mettre des attaques un peu partout. Donc je pense qu'il faudrait plutôt le builder en effectivement piocher des cartes et avoir un maximum d'attaques. Bonne constitution, si vous n'avez pas subi de dégâts au tour précédent des ennemis, piochez 2 cartes, sinon gagnez 2 blocages. Donc voilà, ça c'est une carte pareil qui fait 2 choses en fonction de ce qui s'est passé au tour précédent. Jusqu'au début de votre prochain tour, infligez un dégât à l'ennemi vous attaquant à chacun de vos blocages absorbant un dégât. Donc là, dès qu'on se fait tarter par un monstre, si on bloque l'attaque parce qu'on a du blocage, on inflige un dégât en retour. Ça c'est pas tellement une dynamique pour l'assassin, parce que c'est pas tellement ce qu'elle va faire le plus je pense. Ambidextrie, ça fait quoi? Défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Ça peut être très fort pour l'assassin, pour lui permettre d'avoir la main parfaite qu'elle a besoin pour pouvoir tarter un maximum un monstre. Moi, je pense que si j'avais à jouer l'assassin, on va pas tous les lire, hein, je prendrais probablement excellente forme et ambidextrie. Je pense que c'est une bonne dynamique pour pouvoir piocher, faire du blocage, taper et repiocher quoi. Une fois qu'on a fait ça, on gagnera à terme son niveau 3, le niveau 3 de l'assassin, qui est donc cette carte-ci. Donc héros niveau 3, assassin, infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi meurt ou perd une vie, effectuer 3 déplacements. Donc je peux tarter un mec et me barrer. Donc ça peut être intéressant dans une dynamique d'assassinat de tarter un mec avec toutes les attaques qu'on a pu mettre dans son deck, le tuer, se barrer sur une autre cible, l'assassiner le plus vite possible. Je pense que l'assassin a vraiment moyen de faire énormément de dégâts en un temps record. Après, la capacité, la carte de tout à l'heure qui dit que quand je bloque une attaque, je fais des dégâts, est pas déconnante, puisqu'au niveau 5, elle récupère l'écran de fumée, distribuer 4 blocages comme vous le souhaitez entre les héros dans la zone. Ça peut être vous, ça peut être les autres. Ça peut être intéressant. Elle peut aussi servir de support donc à un mec qui joue blocage. Il y a des attaques qui disent retirez vos blocages, faites autant de dégâts, ce genre de choses-là. Ça peut être intéressant pour elle de filer des blocages à un gars, puis se remet des blocages à son tour, et après il tartine. Donc là, effectivement, il peut faire des dégâts qui sont absolument incroyables. Il y a beaucoup de synergie entre les persos, entre les cartes, et il faut synergiser entre les couleurs, parce que chaque perso a donc 2 couleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combinaisons avec encore une 3e ou 4e couleur que vous pourriez faire, mais pour ça, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre avec les joueurs avec lesquels vous jouez, et il y a moyen potentiellement de builder pour faire un truc abusé, mais qui soit hyper intéressant en termes de combinaison. Donc voilà, je prends mon perso, je prends mes capacités de niveau 1, les choisissant en fonction de ce que je veux faire derrière, et après tout au long de la partie, eh bien, je vais pouvoir me builder. On va prendre quelques cartes vertes, histoire de vous montrer, parce que je sais que vous aimez bien. On va prendre, je les prends sans trop réfléchir. Coup rotatif, opiniâtreté, pourquoi pas, je sais pas, course meurtrière, allez, et puis là, puis une dernière, allez, repli stratégique, voilà. Je réfléchis pas, hein, j'y vais un petit peu à l'instinct. Ce qui est intéressant pour nous au niveau du design de ces cartes là, c'est qu'on a réfléchi un petit peu à comment on pouvait faire les choses et on s'est rendu compte que en fait les designs type Magic fonctionnent très très bien et surtout sont connus et reconnus en fait. Prenez Magic, prenez Yu-Gi-Oh, prenez même Pokémon, tout ça. Ils ont à peu près tous la même dynamique, le titre en haut, une forme de couleur généralement ou de symbole et puis très souvent peut-être une catégorie, une chose comme ça, et puis après l'effet qui est en bas. On aurait pu s'amuser à dire qu'on va essayer de réinventer un petit peu tout ça, mais clairement je vois pas l'intérêt. Ça marche, c'est connu, c'est maîtrisé, donc autant reprendre ce que les autres ont déjà fait, le faire bien sûr un petit peu à notre sauce parce qu'il y a quand même des spécificités au jeu,
mais dans l'absolu, ça sert à rien de repartir sur une dynamique nouvelle quand il y a déjà des codes qui sont maîtrisés par les joueurs. Gagner X blocage, où X c'est le nombre de déplacements effectués ce tour-ci. Donc là typiquement, plus je cours vite, plus je cours loin, plus je gagne de blocage. Donc ça pourrait être en fait intéressant de ouf de prendre la carte que j'ai dit qu'il fallait pas prendre, parce qu'en fait je pourrais m'amuser à courir au plein milieu de la mêlée, tout le monde s'écarte parce qu'il faut quand même que ce soit ma menace qui tartine, donc il faut pas qu'il y ait d'autres mecs à porter, et je me fais éclater la tronche. Cautériser les plaies, défausser de cartes et soigner 3 de vos blessures. Toutes les couleurs peuvent faire un petit peu de blocage, toutes les couleurs peuvent faire un petit peu de soin. Chacun à leur manière, bien sûr. Le jaune, typiquement pour le soin, est bien meilleur. Bien sûr, le violet, qui représente un peu la défense, est bien meilleur pour le blocage. Mais tout le monde peut faire un petit peu de tout quand même, histoire de toujours pouvoir se maintenir. Ce qui veut dire que vous pourriez partir sans jaune, sans soigneur attitré, et pourtant quand même réussir à vous maintenir en vie. Alors ça va être plus dur, il va falloir plus jouer avec les blocages, tuer plus vite les monstres, ce genre de choses là, mais c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Et pour nous, c'est vraiment ça le but, hein, que vous ne soyez pas simplement dans une course aux dégâts, mais que vous soyez sur une réflexion de jouer à la manière dont vous avez envie et que ça puisse quand même marcher. Je ne dis pas que ça marchera toujours, hein, parce qu'il faut quand même bien jouer et il y aura probablement une partie de chance sur ce qui tombe dans les récompenses. Mais il y a quand même moyen de jouer de la manière que vous voulez. Et pour nous, c'est ça l'intérêt, c'est de ne pas se limiter à une seule manière de jouer. C'est d'ailleurs pour ça, si vous vous souvenez que j'avais parlé, je vais vous montrer après, que les monstres n'ont pas de plus en plus de points de vie quand il y a plus en plus de joueurs, mais plutôt plus de vie. De vie au sens, il faut les tuer plusieurs fois. Donc ils n'ont pas une jauge qui augmente, ils ont plutôt une petite jauge qui se démultiplie plusieurs fois, mais vous pouvez la casser en plusieurs fois cette petite jauge, et ça permet d'avoir des decks qui tankent, qui soignent, et pas tout le monde soit sur la dynamique de tartine tout le temps. Course meurtrière, effectuer un déplacement puis infliger X à un ennemi, où X est le nombre de déplacements effectués ce tour-ci. Tout pareil, la même dynamique, hein, on pourrait avoir un deck qui dit je cours, je fais plein de déplacements, je fais X dégâts à un mec, puis je balance ma carte qui fait que dès qu'on tape, on leur prend plein la gueule, et je crée des blocages parce que je me suis déplacé. Donc je pourrais en fait être tout dans une dynamique de déplacement à fond, et essayer de tarter les mecs avec ça, et je pense que ça peut être une dynamique qui marche très très bien. De toute façon, nous on va pas tout tester, parce qu'il y a des trucs qu'on ne verra pas. Opiniâtreté du voleur, défausser un déplacement, puis soigner une de vos blessures et piocher une carte. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu de maintien, un petit peu de pioche. Coup rotatif, infliger 2 dégâts à un ennemi et 1 dégât à tous les autres ennemis dans la zone. Donc là c'est plutôt pour tarter en masse, hein, une fois qu'on est en plein milieu de la mêlée. Donc voilà, on a 5 cartes, toutes plus ou moins différentes. On va aller regarder un petit peu le violet, puisque l'assassin est aussi violet. Et je vais faire pareil, je vais prendre des cartes un peu random, je sais pas, voilà, empoigner le peu, protection rapprochée, pourquoi pas, j'en sais rien, tenir la position. Et choc frontal, allez, choc frontal, l'art de la défense, je sais pas, allez, encourager les troupes, allez, on en prend 5. Qu'est-ce qu'on a ? On a encourager les troupes, tous les héros piochent une carte, donc ça c'est une carte de pur support. On voit d'ailleurs un nouveau symbole qui est infini, qui dit qu'en gros ça touche tout le monde. Très très simple cette carte, mais qui marche très bien. Gagner 5 blocages, vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous avez joué une carte attaque ce cours-ci. Donc là, pardon. Gagner 5 blocages, donc effectivement, je me fous du blocage. Par contre, j'ai pas le droit si j'ai joué une attaque ce tour-ci, donc il faut être dans un tour purement défensif pour pouvoir faire ça. Il y a aussi des cartes qui permettent de... normalement, le blocage disparaît à la fin des ennemis. Donc en fait, à votre tour, vous construisez du blocage, vous vous mettez en position si vous voulez. Les monstres vous tapent, vous tankez ce que vous pouvez, et le blocage qui n'a pas été tanké disparaît. Okay, donc vous devez le refaire à chaque tour, recréer votre blocage. On l'avait essayé où ça se cumulait, mais en fait, c'est dur à équilibrer. Par contre, il y a 2-3 cartes dans le jeu qui permettent de maintenir le blocage et qui disent le blocage ne disparaît pas au prochain tour. Donc vous pouvez très bien dire je vais faire un tour avec la race de blocage, je vais jouer la carte qui dit que ça tient, et au prochain tour, je recrée un peu de blocage et je le fais exploser. Et là, ça part sur une tartine à 15-20 points de dégâts, ce qui est énorme hein, dans ce jeu. On est plutôt sur des dynamiques de 3-4 maximum. Mais il y a moyen de faire 2-3 combos très très intéressants qui font des grosses tartines. Ils ne sont pas faciles à sortir, mais très drôles. Empoigner le pleutre, choisissez un ennemi puis placez-le sur une case adjacente à la vôtre. Donc là on a un autre symbole hein, qui est ce que j'appelle moi le plus frontal. Donc en gros c'est en face de vous et c'est un plus. Là vous cherchez le mec et vous le ramenez sur une case adjacente à la vôtre. D'ailleurs il n'est pas marqué que vous le ramenez forcément devant par rapport au plus. Hein. Vous pouvez très bien donc être là, empoigner ce mec là et le mettre sur une case adjacente à la vôtre. Donc le mettre par exemple ici. Bon, on le voit pas mais vous comprenez ce que je veux dire. Et lui permettre du coup aux copains de le taper par exemple.
Donc il y a des dynamiques intéressantes à réfléchir en équipe. Comment tu penses pouvoir taper? Tu as de la portée, tu n'as pas de portée, tu es au corps à corps, est-ce que je le ramène? Ce genre de choses là. Bah là typiquement, retirez tous vos blocages, puis soignez X de vos blessures et infligez X dégâts à un ennemi dans la zone où X est la moitié des blocages retirés. Donc je retire 10 blocages, je me soigne de 5 et j'inflige 5 points de dégâts. Là typiquement c'est pas soigner 5 blessures à un héros, c'est de vos blessures, donc c'est les vôtres à vous. Donc c'est ce que je vous dis quand on vous dit que c'est spécifiquement vous, on vous a noté que c'était spécifiquement vous, sinon la plupart du temps c'est un héros et ça peut être vous. Un héros autre que vous gagne blocage X, où X est le blocage que vous possédez, donc ça, protection rapprochée. Il y a un mec au corps à corps à côté de vous qui gagne autant de blocage que ce que vous faites. Typiquement, vous pouvez vous passer un tour à créer du blocage pour le filer à un pote pour que lui soit en paix et que ça évite de prendre des tartines. Donc on a quand même fait pas mal de chemin depuis ce design là et il y a eu pas mal de réflexions sur la manière dont on allait construire les cartes, et là on est arrivé à un stade où ça nous plaît pas mal, suffisamment pour que je, entre guillemets, je gaspille du papier pour l'imprimer, donc c'est qu'on est plutôt sur une dynamique de fin. Maintenant ça va être une question d'équilibrage de chacune de ces cartes, et ça on va le voir quand on va faire des parties complètes en boucle en fait, voir s'il y a des choses qui se sont démarquées ou pas assez ou beaucoup trop. On va parler de quelques designs en plus, qu'il y a quand même des cartes qui ont une certaine forme de différence. Les héros, d'ailleurs j'ai un dossier personnage qui sert à rien puisque ça s'appelle héros. Les monstres, typiquement les monstres ils sont un petit peu différents. On va réouvrir ça, puisque les monstres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient des tableaux un peu dégueux qui disaient le nombre de points de vie qu'ils avaient. Maintenant ça va se présenter comme ça, donc sur chacune des cartes, ça vous dit si vous êtes un joueur, il a 3 points de vie et une seule fois. Je rappelle en gros que si on se met à 3 joueurs, il a 3 points de vie 3 fois. Ce qui veut dire que, pour rappel, les blessures des monstres, si un monstre n'a pas été tué dans le tour ou s'il n'a pas perdu une vie, les points de vie se régénèrent. Donc par exemple, mon amérante là, si je lui fais 2 points de dégâts, et bien à la fin de son tour, elle retourne à 3 points de vie. Donc il faut que j'y fasse au moins 3 points de dégâts si je suis un joueur pour pouvoir la tomber et la tuer. Mais si je suis à 3 joueurs, dès que j'ai fait 3 points de dégâts, je lui retire une vie. Donc il y aura probablement des petits jetons cœur ou des petits dés, probablement des jetons cœur, ce sera plus simple, qui compteront les vies. Et en gros, on dira simplement, quand vous avez fait au moins 3 points de dégâts, retirez une vie, et quand vous lui retirez sa dernière vie, elle est morte. Ce que ça permet, je rappelle ça en termes de dynamique, c'est que si, mettons, j'avais fait 3 points de vie, on compte pas les vies, mais j'avais fait 3, 6, 9, 12, 15, ok? Donc ça aurait été les points de vie. En gros, les dégâts à mettre sont exactement les mêmes. La problématique de ça voudrait dire qu'une amérante, à 5 joueurs, il faudrait lui faire 15 points de dégâts en un seul tour. Ce qui veut dire en gros que tout le monde doit être dans une dynamique de frapper, d'attaquer l'ennemi et de le tuer, et donc personne n'a le luxe de se dire moi je vais faire un personnage qui va vous soigner, moi je vais faire un personnage qui ne fait que bloquer, parce que s'il y en a un qui fait que soigner ou que bloquer ou que faire piocher les autres, tout genre de choses là, eh bien il n'y aura pas assez de dégâts pour tuer l'amérante. Et du coup vous allez être comme j'ai envie de dire comme des cons à jamais pouvoir tuer les monstres, et c'est pas intéressant. Alors que si je vous dis simplement un nombre de fois qu'il faut le tuer, mais les dégâts à faire finalement augmentent pas pour passer une vie, eh bien vous pourriez avoir une équipe de 4 joueurs où il y en a un qui tape et tous les autres qui sont juste là pour le maintenir en vie. Pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Et ça, typiquement, c'est pas une dynamique qu'on a dans les jeux comme Legendary, ou Legendary Alien, ou Predator, peu importe, où on est dans une dynamique de devoir absolument tarter le mec. C'est ça le but, c'est de le tuer en tartant. Donc du coup, tout le monde est dans une dynamique de faire un maximum de dégâts potentiels, et il n'y a pas d'autre manière de jouer. De temps en temps, il y a un soigneur, mais il n'y a pas vraiment d'autre manière de jouer que de dire on va taper. Et là, c'est intéressant parce que sur DV Card Game, vous allez avoir le choix de dire est-ce que je veux taper, est-ce que je veux soigner, est-ce que je veux faire du support, est-ce que je veux machin, est-ce que je veux faire un petit peu de tout, pourquoi pas. Mais personne n'est dans l'obligation de frapper parce que les points de vie sont calculés comme ça, ils ne sont pas calculés en augmentation pure et dure, quoi. Donc les monstres se présentent comme ça, un petit monstre intermédiaire pour l'exemple. Vous voyez qu'on retrouve la plupart des informations que vous connaissez, donc ils ont une forme dans laquelle ils frappent, ils ont de temps en temps un passif, et sinon c'est à peu près tout dans les cartes, ont à peu près tous le même design, parce que je vois pas l'intérêt de vous changer les choses quand les informations sont globalement les mêmes. On a un Brogard, c'est un ennemi intermédiaire qui tape tout autour de lui, il effectue 3 déplacements et il inflige 2 points de dégâts à un héros. En gros, c'est ça son tour. Lui-même et tous les ennemis adjacents ont blocage 2. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il est là, qu'il a des potes à côté, eh bien, les potes ont blocage 2. Et donc, il faut le tuer lui en premier, mais bien sûr, il est résistant, donc c'est assez chiant. Voilà en gros la dynamique des monstres. Les informations sont exactement les mêmes, c'est juste qu'on les a fait sur un design un petit peu plus stylé.
Il y a la dynamique des boss qui est un petit peu différente. Pour le moment, j'ai fait que la grande prêtresse. La dynamique des boss, cette carte-là, du coup, vous la voyez, sauf que vous voyez qu'il n'y a pas de portée ni d'attaque. Son passif, c'est quoi? Vous allez retrouver un peu les dynamiques de ce que vous connaissez toujours pareil dans le chapitre 1. Je vous ai mis les 4 boss du chapitre 1. La grande prêtresse, donc, va être sur des attaques mentales, va être sur de l'emprise avec ses tentacules, ce genre de choses-là. Mais les boss ont donc une carte de boss qui va représenter sur le plateau. Ils ont un deck. Un petit deck, 7 ou 8 cartes d'action qui vont être retournées et vont définir ce que fait chaque tour la grande prêtresse. Et donc vous ne le savez pas avant que vous retourniez la carte. À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie à cet ennemi, donc en gros dès qu'il perd un de ces trucs là, alors là les valeurs sont complètement random, j'ai aucune idée si c'est bon ou pas, on va tester les boss dans pas longtemps. Un autre héros choisi aléatoirement défausse toute sa main et inflige X dégâts à ce héros où X est le nombre d'attaques défaussées. Donc en gros, il y a un mec qui tape la grande prêtresse. Dès que la grande prêtresse, elle perd une vie, donc elle perd un de ces trucs là, donc par exemple on est 2 joueurs, on a réussi à lui faire 10 points de dégâts, celui qui fait passer la vie, un de ses potes choisi aléatoirement, il défausse toute sa main et le héros prend X points de dégâts dans la gueule où X est le nombre de cartes attaques défaussées. Donc d'ailleurs il me manque un petit truc là, je vous mette le petit symbole d'attaque pour rappeler. Voilà. Donc ça en gros c'est une espèce de passif, c'est ce qui va représenter le boss, mais le boss, ils ont aussi, j'ai appelé ça pattern, en vrai à terme ce sera probablement action, à défaut d'un meilleur terme, et on va en prendre 2-3, ça sert à rien de tous les regarder de toute façon, sinon c'est du spoil. On a par exemple étreinte, que vous connaissez très bien, effectue 3 déplacements, inflige 2 points de dégâts à héros, puis le héros défausse tous ses déplacements. Donc là à son tour elle ferait je me déplace, je tarte, tu défausses tes déplacements. Un autre tour, elle pourrait faire cette carte-là, effectue 3 déplacements, inflige 1 dégât à un héros, puis ce héros exile 2 cartes. Alors l'exil, je rappelle, c'est pas les soins, c'est pas les blessures, c'est en dehors du jeu. C'est très dur de récupérer des cartes exilées. Si un soin a été exilé, la grande prêtresse régénère une vie. Je rappelle que l'exil, c'est le dessus de votre pile qui dégage. Donc en fait, vous savez pas ce que vous dépilez avant de l'avoir dépilé. Et si dedans il y a un symbole de soin, eh bien la grande prêtresse récupère une de ses vies. Pour un petit peu vous rappeler le fait qu'elle se soignait en fait dans le chapitre 1. Tous les héros défaussent 2 cartes, tous les héros n'ayant pas défaussé 2 cartes de type différent subissent 2 dégâts. Donc en gros il faut défausser 2 cartes et se démerder pour que ce soit un déplacement, soit un déplacement, une attaque, soit un blocage, peu importe, mais 2 cartes de type différent, sinon vous reprenez des tartines dans la tronche, et ça c'est infini, c'est absolument tous les héros. Et donc chaque boss en fait va avoir comme ça 7 ou 8 cartes qui vont lui déterminer chaque tour ce qu'elle fait. Et ce qui fait que chaque boss sera un petit peu différent et chaque boss aura une manière différente d'être affronté par rapport aux autres monstres. Et je pense que ça sera un petit peu plus intéressant. Et c'est pour ça que j'en fais que 4, parce qu'en faire 4 bien, comme pour le chapitre 1 des boss, j'aurais pu vous en faire 12, au même titre que j'ai fait 12, 13 héros même. Mais c'est dur de faire un bon boss. Donc je préfère faire moins, mais de bons boss, parce que c'est quand même le climax de la partie et c'est important pour que vous restiez sur une bonne note. Donc voilà, toujours dans une dynamique de vous dire moins de boss, mais de meilleure qualité, je préfère. Je préfère amplement à trop et pas top top. Donc ça, c'est à peu près les cartes que vous connaissiez déjà. Le deck de base, je vous ai montré. Les héros, on a vu l'assassin. Les monstres, je vous en ai montré. Je vous ai montré donc les récompenses avec les cartes de couleur. Je vous en ai montré quelques-unes. Il reste une dernière nouveauté qui était de dire pour moi, je vais repasser un petit peu comme ça le temps que je vous blablate. Les cartes, en fait, déjà la partie va se dérouler comme suit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les premières, ça doit être la fin de la deuxième vidéo, je crois. Il y avait des événements qui étaient prévus. Donc en gros, la partie devait se dérouler comme suit, c'est-à-dire que vous aviez une pile d'événements ou un truc comme ça, vous retourniez et ça vous disait oui, attention Coco, il y a des monstres qui débarquent, qui sont positionnés là, et ton but c'est de les tarter ou d'aller récupérer un coffre ou ce genre de choses. La problématique de ça, c'est 2 choses. La première, c'est que soit on le fait pas du tout narratif et ça me plaît pas, soit on le fait narratif et il faut écrire et on en a ras le cul d'écrire des trucs. On a écrit au DV2, vous le savez, 232 pages de livre dont vous êtes le héros. Frangin, il a le tome 2 de Divine Corruption à écrire, donc on s'est dit, on va faire un petit peu nos fainéants, entre guillemets, et on va peut-être arrêter 2 secondes d'écrire des trucs. Et donc on va partir sur une dynamique de jeu ludique qui se joue et on va arrêter d'essayer de raconter des choses de minutes, en tout cas pas dans la dynamique de ODV Deck Building, ça va être un jeu pour jouer et non pas un jeu pour lire le lore. En gros, si vous voulez faire ça, il y a le chapitre 1, il y a le chapitre 2, il y a l'encyclopédie, vous avez des pages et des pages et des pages à lire. Et je voulais aussi que la partie soit rejouable un maximum, c'est-à-dire que chaque partie se passe différemment. Et si je vous fais des cartes événements, je vais vous en montrer une pour que vous vous remettiez un petit peu en tête, dans lequel tout est fixé. Il faut que je vous fasse énormément de cartes pour que vous ayez de la rejouabilité. Par exemple, c'était ça. Il y avait les positions des monstres, il y en a un en B6, un en A5, un en C5, et
j'aime pas du tout cette dynamique là parce que ça m'oblige à vous faire 70 000 cartes pour que vous ayez plein de rejouabilité, ou alors je vais vous faire un deck, un jeu où vous allez vite vous dire ah bah oui je le connais celui-là. On l'a déjà vu, on a déjà fait ce scénario là, bon c'est pas intéressant, c'est un peu chiant. Donc la dynamique va être beaucoup plus ludique que ça. Il y aura probablement un D6 et un D4 dans la boîte. Et vous vous souvenez le plateau, attention le plateau incroyable, et je dois l'avoir quelque part. Canvas, est-ce que j'ai mon board? Là, le plateau est incroyable, voilà. Vous vous souvenez c'est un truc de 4 par 6. Concrètement, avec un D4, je pourrais déterminer ça, avec un D6, je pourrais déterminer ça. Donc en fait, je peux vous dire, il y a 3 monstres qui apparaissent, lancez 3 fois les dés, et vous allez voir où ils apparaissent en fait. Et vous allez avoir exactement la même dynamique, sauf que ça change à chaque fois, et que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir des cartes figées. Et donc vous avez une rejouabilité entre guillemets infinie. Ce qui veut dire qu'en gros, vous allez probablement avoir quelque chose qui ressemble à un tableau comme ça, dans lequel on va vous dire, bah choisissez soit facile, facile sera probablement ça, soit normal, soit difficile. En fait, ça détermine par où vous démarrez. C'est-à-dire, est-ce que vous commencez là, là ou là, et à chaque fois que vous allez finir un combat, vous allez passer à la colonne d'après. Donc en gros, on va vous dire, premier combat, mettons qu'on soit facile, 2 monstres de base, vous lancez vos 2 dés, ça vous dit où les 2 monstres de base sont, vous les dérouillez, vous récupérez vos récompenses, vous buildez votre deck, et vous passez ici 3 monstres de base, 4 monstres de base. Alors l'équilibrage, il est foiré, il faut que je le teste, reteste, mais la dynamique, elle est là. Et si vous voulez commencer en difficile, bah vous allez commencer ici, puis vous décalez, et la partie, ce sera probablement 5 ou 6 rounds, 6 rounds, je pense, pour le moment, c'est parti. Donc si vous commencez en facile, vous allez finir 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez finir là, avec 3 monstres intermédiaires, donc c'est vraiment en mode facile. Si vous commencez en mode difficile, vous allez finir là, avec 2 monstres intermédiaires, 2 monstres puissants, et une fois que vous avez fini ce dernier round, vous affrontez le boss, ok? Ce sera probablement simplement un tableau comme ça fixé. Par contre, les monstres que vous allez sortir, eh ben, ils seront aléatoires, vous allez les piocher de manière aléatoire, et donc aussi les placer de manière aléatoire. Donc en fait, vous allez avoir des combats qui sont en termes de difficulté pour nous faciles à équilibrer, donc on est sûr qu'il n'y a pas de problème d'équilibrage et que le jeu est terminable, ou en tout cas à la difficulté exacte dans laquelle on veut qu'elle soit. Par contre, ce que vous allez affronter, dans quelle ordre et où est-ce qu'ils vont apparaître, ça, ce sera purement random et changé à chaque fois. Sauf que juste faire apparaître des monstres aléatoires et les placer à des endroits aléatoires, pour moi, c'est pas assez pour créer une expérience de jeu. Même s'il y a plein de boss, plein de cartes, plein de machins pour faire son deck, j'ai besoin encore d'un petit truc en plus. Pour moi, il manquait un petit bout de quelque chose qui fait que vous allez avoir envie d'y retourner et qu'il va se passer des petits moments de « Oh putain, on n'a jamais vu ça » ou « ça va être dur » ou « ça va être trop bien ». Ce genre de petite dynamique-là. Et ça, pour moi, on le règle avec les nouvelles cartes qui sont les champs de bataille. C'est-à-dire, en gros, qu'en plus de vous affronter des monstres à un endroit, il faut que je retourne là, ouais, vous allez vous affronter des monstres pardon, sur des champs de bataille différents. Les champs de bataille, il y en a 18. Okay, par partie, vous allez probablement en voir 2 ou 3. Je pense que vous allez en piocher un et garder le même sur 2 ou 3 combats. Après, vous pourriez bien sûr dire on change à chaque fois, faire ce que vous voulez. Hein. Dans l'absolu, il y aura probablement une règle de base. Et puis après, vous savez que les jeux ODV, vous pouvez toujours jouer avec les règles, ça tient la charge, c'est fait pour. Vous en avez donc 18 qui vont changer la manière dont la partie se déroule, ou en tout cas dont le combat se déroule. J'entends par là que vous allez avoir des bonus et des malus en fonction de ce que vous avez. Alors je vais en prendre quelques-uns. C'est pareil, je les ai fait hier, je ne les ai pas tous en tête. Il y a probablement des fautes d'orthographe, vous en avez peut-être déjà vu sur les cartes. Hein. Ça va être relu, re-relu. J'en prends, allez, j'en prends quelques-uns. Là. Hop, sans trop réfléchir, on voit un petit peu ce qui se passe. On a par exemple le désert d'Orcal. Aucun héros ne peut défausser de cartes pour se déplacer. Je rappelle par exemple que dans ODV Card Game, vous pouvez donc jouer des cartes de déplacement qui vous disent effectuer tant de déplacements, ou au lieu de jouer une carte, vous pouvez toujours la défausser pour faire un déplacement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de déplacement, vous n'avez rien, et ben vous avez le droit de défausser des cartes pour vous déplacer. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes bloqué dans le sable, donc vous n'avez pas le droit de faire cette manipulation-là. Ce qui veut dire que ça va vous obliger, vous, à réfléchir à vos tours beaucoup plus posément, et voir si en déplaçant les héros, en déplaçant les monstres, machin, vous arrivez à faire vos tours efficacement, parce que vous n'allez pas pouvoir faire le petit truc qui dit que vous pouvez toujours vous déplacer au moins un petit peu, quoi. Donc ça vous oblige à réfléchir. On en prend un autre. Sombre caverne, toutes les attaques jouées par les héros ont 7 portées, fini les attaques à distance, fini la magie, fini machin, il fait sombre, on ne voit rien, donc tout le monde est au corps à corps. Mangrove, lors de leur tour, les héros ne peuvent pas effectuer plus de 2 déplacements, donc j'ai pas le droit de faire plus de 2 déplacements par tour, donc ça peut foutre la merde, je peux pas me barrer des monstres, parce que ça, ce n'est que les héros, hein. Les monstres continuent de vous courir au cul. Donc là, vous avez vu en gros 3 champs de bataille qui sont plutôt négatifs, mais il en existe aussi qui vous rajoutent des bonus. Par exemple, celle-là, elle est un peu tricky. Tous les dégâts infligés par les héros sont augmentés de 1. Dès que vous faites le moindre dégât, vous faites 1 dégât en plus, donc c'est très bien pour vous. Par contre, faites gaffe, à la fin de votre tour, si un héros a joué plus de 2 attaques, il subit 2 dégâts. Donc ça va vous obliger à faire gaffe entre les dégâts que vous pouvez faire, qui sont
augmenter, mais en même temps, si vous en faites trop, vous prenez des tartines dans la tronche, et 2 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Après, vous pouvez réfléchir à dire je vais me donner du blocage et après faire plein d'attaques, c'est pas grave, c'est le blocage qui va prendre les dégâts, ce genre de choses là. Mais effectivement, attention, ça vous oblige à réfléchir à chaque fois. Un combat qui aurait lieu dans le désert ou qui aurait lieu dans le cercle de puissance aura probablement pas du tout la même saveur et pas du tout la même stratégie. La plage, les héros peuvent gagner du blocage, mais ceux-ci n'absorbent aucun dégât. Aucun blocage ne peut absorber de dégâts. Les mecs qui sont en violet quand vous êtes sur la plage, c'est baisé. Vous pouvez toujours vous en servir pour déclencher vos dégâts, pour déclencher vos soins, pour déclencher tout ça. Les effets des cartes vont fonctionner. Par contre, ça ne bloque plus les dégâts. Dédale labyrinthique, celle-là elle est très drôle, je l'aime beaucoup. Tous les héros peuvent sortir du plateau et réapparaître en face. Donc en gros, si je sors là par exemple, je sors ici, je réapparais en face. Donc je peux vraiment me balader de tas de manières différentes et ça rajoute énormément de choses. Et toujours pareil, c'est que les héros. Donc vous pouvez très bien être acculé par plein de monstres, sortir, apparaître en face, ressortir, apparaître en face. Vous avez fait une bonne diago en 2 déplacements et vous êtes loin des mobs. Par contre, tous les héros pareil qui font plus de 3 déplacements prennent 2 points de dégâts. Donc même dynamique, hein, vous allez retrouver les cartes qui sont de toute façon en miroir, puisque typiquement le truc des portées pour les attaques, vous l'avez pour les soins. Le truc des... vous avez aussi des cartes, j'en ai pas pris, je vous en montre une, ça doit être une par exemple celle-là. Tous les héros possédant la couleur jaune piochent une carte supplémentaire à leur fin de leur tour. Celle-là c'est du pur bonus pour ceux qui jouent jaune. Il en existe bien sûr pour les 5 couleurs, alors elles sont un petit peu partout, je sais pas laquelle c'est, la plaine des barbares, ça doit être pour les rouges si je dis pas de bêtises, voilà. Vous allez donc avoir des cartes qui sont pur bonus, des cartes qui sont pur malus et des cartes qui sont bonus et malus en fonction de comment vous abordez le jeu. Donc en gros, avec cette dynamique de je lance les dés pour déterminer où sont les monstres. C'est moi qui définis la difficulté de mon jeu, vous allez pouvoir vous l'approprier et vous allez avoir donc des monstres qui apparaissent dans un ordre aléatoire et à des positions aléatoires, et ensuite vous allez avoir des champs de bataille qui changent la manière dont vous devez aborder le jeu. À tout ça se rajoute donc 12 persos, chacun leur capacité, la capacité de niveau 1 au choix, 25 couleurs, 25 cartes par couleur, 6 couleurs. Chaque héros, je rappelle, a le droit à 3 couleurs, donc les 2 couleurs qui lui sont déterminées. Par exemple, l'assassin c'était violet-vert. Et il a aussi le gris, puisque tout le monde a le gris. Donc tout le monde peut builder avec 75 cartes, plus les capacités de niveau 1, plus les capacités de niveau 3, 5 et 7. Ça vous fait déjà un paquet de cartes pour pouvoir tester des trucs. Ok ? À ça se rajoute donc tout l'aléatoire qu'on a mis là-dessus, et je pense qu'on a la recette pour avoir un jeu qui aura énormément de rejouabilité et qui peut avoir énormément de profondeur, puisqu'il y a énormément de cartes et de combos et de machins et de trucs à essayer en fait. Alors il y a des cartes qui sont un petit peu plus simples, genre infliger 2 points de dégâts, mais il y en a qui vont chercher des effets de combinaison, de synergie avec d'autres héros. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent se passer. Je pense que là on tient dans les mains un jeu qui a de quoi avoir la profondeur nécessaire pour être un bon jeu. Ce qui l'écartera donc de Alien, typiquement Covenant, Legendary, qui est, moi j'aime bien les Legendary, mais qui est que dans la dynamique de on tarte. On aura un jeu qui permettra de tanker, qui permettra de soigner, qui permettra de tout ça. On ne sera pas dans un Clank, parce que Clank, typiquement sur le plateau, il y a une ligne droite qui est optimisée, et celui qui récupère le tapis dans les trucs de cristal, il a gagné. Ça pourra pas être possible. Voilà, moi je voulais pas non plus un jeu qui est une seule manière trop efficace de gagner, parce que ça me dérange, parce qu'après t'as plus envie de ressortir le jeu, parce que tu dis soit je joue un truc que je sais va pas être efficace, soit je joue le truc efficace et je sais que j'ai gagné. Donc ça c'est pareil, et on s'éloigne donc un petit peu de tous les jeux, tout ce qu'on avait vu, et on a pris tout ce qu'on aimait bien dans les autres jeux, dans les idées, on a pompé ce qui était intéressant, on a rajouté des choses à notre sauce, et on a surtout évité au mieux de tomber dans les écueils qui nous posaient problème en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, et qui nous dit ok là je vais avoir un deck building auquel je vais envie de rejouer. Quand les gens me demandent typiquement c'est quoi mon jeu préféré, et c'est un petit peu présomptueux de dire ça, mais mon jeu préféré je pense que c'est L'Ordre de Veiller le chapitre 1, simplement parce que je l'ai fait désespérément, non pas dans une dynamique commerciale, mais dans une dynamique de répondre à ce que moi j'avais envie de voir dans un jeu. Et donc en faisant ça, je me suis fait le jeu que moi j'ai envie de jouer, rejouer, et la seule chose qui m'empêche maintenant de sortir le chapitre 1, c'est que j'attends désespérément le chapitre 2 pour avoir encore plus de matos pour le ressortir. En même temps j'ai fait 700 parties, donc j'arrive à un stade où j'ai vraiment fait le tour, et j'ai toujours plaisir en vrai de le ressortir, mais je le sors de moins en moins, parce que là j'ai besoin maintenant de rajouter du contenu pour pouvoir y retourner. Mais la plupart des jeux que j'ai dans ma bibliothèque, c'est des trucs que j'ai sortis 3, 4, 5, 6 fois, mis à part les petits jeux qu'on peut ressortir facilement avec tout le monde. Et je trouve ça dommage. Donc en faisant des jeux qui me parlent moi en tant que joueur, et nous parlent nous en tant que joueurs, parce que je vais jouer avec Frangin, avec Colline, avec tout ça, on arrive à faire des jeux qui du coup sont ressortables beaucoup plus souvent, qui ont beaucoup plus de rejouabilité,
et qui ne sont pas dans une dynamique de création commerciale, même si là, clairement, on va parler un petit peu en termes d'éditeur, on a quand même au petit le commercial. On a des jeux qui, je pense, parlent aux joueurs, et c'est pour ça que vous nous suivez, et c'est pour ça aussi quand vous regardez, vous dites, on sent que vous faites des jeux pour les joueurs. Mais en fait, on fait des jeux pour nous qui sommes des joueurs, et vous, ça vous parle parce que vous êtes des joueurs aussi. On ne fait pas des jeux dans une dynamique commerciale. Même si, bien sûr, le but, reste d'en vivre, et ça reste de faire de la thune. Mais ils ne sont pas construits avec ça en leur sein, avec l'idée d'être rentable, d'être efficace, d'être machin, même si, et on va en parler tout de suite, ça va être la transition, ODV Card Game est quand même construit dans une dynamique d'optimisation commerciale. Notamment, vous l'avez vu, les illustrations, c'est pas Shredder Dima qui les a fait, on a une autre mode de fonctionnement, et ce mode de fonctionnement nous permet de gratter énormément d'argent et de vous faire quand même des trucs couleurs, pour la simple et bonne raison que Shredder Dima, chaque illustration de personnage que vous connaissez dans le chapitre 1, ou de monstre, ou de ce que vous voulez, ça nous coûte 150 balles. ODV, Card Game, je sais pas combien il y en a, mais à vue de pif, il y a déjà 150 plus les champs de bataille, plus les cartes de base, allez, plus les cartes de base, allez, on va dire qu'il y en a à peu près 170 à faire. Je vous laisse faire le calcul, 170 fois 150, je vais pas le faire moi de tête, mais la réponse c'est beaucoup. Et on n'aura jamais cet argent-là, et un jeu fait comme ça ne peut pas être rentable. C'est juste pas possible en fait, si on doit imputer 70 € par boîte pour les illustrations, ça ne marche pas. Donc on a été obligé de changer, et donc on est obligé de baisser le détail. Ça n'empêche pas le fait que les cartes soient colorées, qu'elles soient belles, mais on est moins sur un niveau de détail, et c'est moins travaillé à la main. Bref. Donc ça, c'est une dynamique commerciale sur laquelle on est obligé, nous, de réfléchir en tant qu'éditeur. Et pareil, on est en train de réfléchir au maximum pour réduire le matos à l'intérieur de la boîte, mis à part les cartes, qui sont le cœur de la rejouabilité, et là-dessus, pour moi, on ne peut pas faire l'impasse. On pourrait faire un card game avec 150 cartes, ne pas mettre 25 cartes par couleur, mais, je sais pas, 10, et c'est marre. On pourrait, mais vous allez faire 3 parties, vous allez faire le tour, vous allez ranger. Vous savez qu'avec ODV, nous on n'aime pas faire ça, et c'est clairement pas le but. On aime les jeux où vous pouvez y retourner. Divine Corruption, c'est un jeu de cartes, mais il y a des maisons, il y a des choses qui font que vous pouvez y retourner. L'eau de la bouteille, vous pouvez faire 50 parties, il n'y en a pas une qui va ressembler à celle d'avant. Ça n'existe pas. On aime les jeux qu'on peut ressortir, qu'on peut représenter à des gens. C'est aussi une dynamique pour nous qui est intéressante, c'est que on n'est pas Gigamic ou Asmodée qui en ont entre guillemets rien à faire et qui payons des mecs pour aller présenter les jeux. Les jeux, nous, moi, Colin et mon frangin, on les présente non-stop en salon, nous. Alors si on fait un jeu chiant qui au bout de 3 parties on a fait le tour, j'ai pas envie de vous présenter ça. J'aurais jamais fait 600 parties de l'ordre de VL si j'avais pas autant apprécié le jeu qu'on a fait. Donc, quoi qu'il arrive, au cœur de ça, il y a toujours la rejouabilité. Il n'empêche qu'en tant qu'éditeur, on est obligé de réfléchir à une dynamique de coût. Et donc au DV, Card Game, à la base, devait y avoir que des cartes. On a été obligé de mettre un plateau parce qu'on est parti sur une dynamique tactique. Le plateau, d'ailleurs, il faut qu'on le design, il faut qu'on réfléchisse. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre plateau, on a dit ok, 2D, est-ce qu'on peut se permettre les dés qui permettent de lancer, donc de définir où est-ce que les monstres vont apparaître. Ok, 2D c'est pas très cher, on peut se le permettre. Mais on réfléchit à chaque fois qu'on va mettre un truc de se dire est-ce qu'en vrai c'est suffisamment utile au jeu pour le mettre dedans. Parce que c'est pas une question de rejouabilité, c'est une question de soit de gameplay, soit de pure gameplay, soit de simplicité de jeu. Typiquement, les vies des monstres. Est-ce que j'ai besoin de vous mettre des jetons? Vous pourriez vous amuser à les retenir dans la tête, vous pourriez prendre un bout de papier à côté, mettre 3-4 jetons, ça coûte pas si cher que ça et ça se tente. Voilà. Donc on est quand même sur cette dynamique là, puisque avec là on a besoin d'arrêter les très gros projets, genre le chapitre 2 parce que ça nous coûte un fric monstre, on a besoin de faire des trucs plus simples, avec moins de matos. Et on a besoin d'avoir cette réflexion-là en tant qu'éditeur. Et si vous vous souvenez du carnet de bord d'un éditeur première partie, c'est ça qui avait été déterminé, c'est de dire le moins de matos possible, si possible que des cartes. On s'en éloigne, mais pas trop. Donc on est finalement assez content d'être arrivé à un résultat qui, a priori maintenant, au manuel près et à l'équilibrage près, est terminé. Donc ce jeu-là, à partir de maintenant, vous me dites, ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusque-là, je sais pas ça fait combien de temps, à mon avis ça fait longtemps, si vous voulez que je vous parle de la partie éditeur, parce qu'à partir de maintenant, en fait, nous on va faire l'équilibrage. Je pourrais vous dire, là on a équilibré un petit peu le violet, c'est un peu machin, mais ça va pas être hyper intéressant. Par contre, on va arriver dans la dynamique de éditorial, c'est-à-dire on va faire le design de la boîte, on va faire le manuel, comment je construis le manuel et pourquoi. On a vraiment cette dynamique-là qui est intéressante et qui pourrait être intéressante pour les futurs auto-éditeurs. Après, il va y avoir les échanges avec notre imprimeur. Donc, il va y avoir cette partie-là derrière. Ça peut être intéressant de voir effectivement si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez que je vous en parle. On pourrait regarder les prix de production du jeu, voir combien ça va nous a coûté, voir combien on va vous le vendre, combien ça vaut un jeu à peu près comme ça sur le marché. Je pense qu'un jeu avec 400 cartes, un plateau, machin, ça va être du 40-50 € actuellement. Ça va être dans ces eaux-là, je pense que le jeu sera vendu.
et on verra les coûts de production. Je vais pas tarder à demander un devis de toute façon à l'imprimeur, et on verra à peu près où est-ce qu'on se trouve. Donc ce jeu-là, il est prévu pour être terminé dans les 3-4 mois qui suivent, et donc il partira en financement participatif. Probablement février, on a les persos, donc mars, avril, mai, on va dire mai, juin, probablement mai. Il partira probablement en mai ou en juin, effectivement, en Kickstarter. Pour le financement participatif, et donc comme le jeu toujours pareil sera fini, et à moins que le monde reparte en vrille, on partira en impression directe, parce que vous voyez les cartes sont faites, le manuel sera fait d'ici là, tout sera fait, il y aura juste à dire c'est la fin, comme l'eau de la bouteille en fait, hein. Le jeu était fini au moment où le financement s'est terminé, et donc il n'y a plus qu'à produire derrière, et si le Covid tout ça s'est calmé, on n'aura pas de ralentissement, tout ça, on aura juste à produire, et ça arrivera en fait 3-4 mois plus tard. Et on va essayer de garder cette dynamique là derrière un maximum, sachant que ODV Card Game, au même titre que le projet de Kickstarter qui débarque en février, ce sera probablement les 2 derniers projets de Paria pour voir si Paria est viable ou pas. Et soit on s'arrêtera là, soit d'ici là, on a fait suffisamment de thunes pour se dire ok, on continue. Et ce sera en fait ces 2 projets-là qui vont déterminer le futur de Paria. Donc ODV Card Game, il est possible que ce soit le dernier projet de Paria. J'espère que non, j'espère sincèrement que non, et vous voyez qu'on donne encore l'énergie, et on bosse encore, on n'abandonne pas, loin de là, mais voilà, quoi qu'il arrive, on essaye de faire au mieux, et on verra si ces 2 projets-là font l'argent suffisant pour qu'on se dise, ok, foutez-nous la paix, on peut se payer des salaires. Quoi qu'il en soit, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des questions sur ce jeu, hein, je pourrais y répondre, et sinon, passez un bon moment, et j'espère que cette vidéo extrêmement longue ne vous a pas trop saoulé. Des gros poutous,